vous irez jusqu'à la très dure discipline d'une taxe à l'importation ou d'une subvention à l'exportation vis-à-vis des Américains. Alors ça, je réponds franchement, dans les circonstances actuelles, non. Je trouve que nous devons maintenir un système de commerce international normal et que cette surenchère de création des taxes ou des surtaxes partout acheverait de disloquer le système commercial mondial. Alors, d'autre part, attention, je voudrais répondre à M. Drouin, parce qu'il faut, et du même coup à M. Herzog, parce qu'il faut expliquer tout ceci. Supposer que nos monnaies soient fortes, autrement dit que l'opinion publique internationale croit qu'elles aient une grande valeur. Elles seraient donc poussées de toute façon à la hausse. Et à ce moment-là, dans le régime antérieur, nous sommes obligés d'acheter tous les dollars qui se présentent. C'était la situation allemande d'il y a 10 jours. Donc à partir du moment où nous disons nous ne sommes pas obligés d'acheter des dollars, nous pouvons toujours faire ce que nous aurions fait dans la situation antérieure. Ça cesse simplement d'être obligatoire. Est-ce que vous ne parlez pas un peu trop technique et pas assez politique? Est-ce que vous ne vous demandez pas si les États-Unis n'ont pas un grand dessein, un dessein majeur, qui est d'obtenir les choses 2 fois, 3 fois, 4 fois? C'est-à-dire qu'ils ont obtenu maintenant des concessions monétaires malgré tout, et qu'ils peuvent très bien continuer de demander des concessions commerciales. Le voyage à Moscou, peut-être, leur a fait entrevoir même que le partenaire, un bureau technique d'import-export soviétique, se rapprochait plus d'une société multinationale américaine qu'un partenaire français évolué. Est-ce que vous attendez pas ce qu'on vous demande tout à la fois? N'en croyez rien, ça ne me permet. C'est pas comme ça que... Non, il ne faut pas présenter, malgré tout, la dévaluation du dollar comme un succès tactique des États-Unis. Enfin, imaginez que ce soit le franc français qui ait été dévalué 2 fois en 1 an. Vous seriez là à m'accabler en disant vous êtes incapable, vous ne pouvez pas gérer notre monnaie nationale. Je vous accablerai pas, mais quand vous avez pris le pouvoir, 1 franc valait 1 mark. Après 15 ans, 1 mark vaut 1 franc 63. Oui. Oui, ça fait pendant 15 ans une perte de 63% de la valeur du franc par rapport au mark. Et vous pensez que vous tiendrez l'égalité pendant 5 ans. Ah, mais il faut, oui, parce que vous remontez... Mais je change un peu le sujet. Non, votre question est très intéressante. Et il faut d'ailleurs que les Français sachent quelle est l'ampleur des changements de parité de change au cours des dernières années. C'est absolument phénoménal. Parce que quelquefois, on se dit que pour vendre un produit à l'étranger, il faut faire une économie ou un rabais de 5 à 7%. Eh bien, depuis 1968, les rapports entre le Deutschmark et le dollar ont été modifiés de 44%. Et le rapport entre le Deutschmark et la livre anglaise, n'est-ce pas, a dû être modifié de 56%. Donc des changements ont été phénoménaux. Mais pour enchaîner sur la question de Vernet, vous n'aimez pas, Monsieur le Ministre, je crois que l'on mélange les questions monétaires, commerciales et militaires, par exemple, dans cette affaire, n'est-ce pas? Or, est-ce que vous estimez que tout de même l'arrière-plan est précisément tellement politique maintenant qu'on ne peut absolument pas discriminer, qu'on ne peut absolument pas séparer les uns des autres? Lorsque les Américains vous disent nous devons plus exporter pour remettre notre balance des paiements en meilleure situation, je crois qu'ils ont tort, parce que ce n'est pas le grand problème. Le problème, c'est d'abord qu'ils aient une gestion interne, monétaire, budgétaire, économique, plus sérieuse. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais admettez quand même qu'avec le Japon, il y a un problème de déficit presque aberrant, n'est-ce pas, des États-Unis vis-à-vis du Japon. Bon, deuxième point, militaire. Je crois quand même que l'on regarde honnêtement les choses, n'est-ce pas, on se rend compte que la compétitivité de l'Europe est plus facile parce que nos charges, du fait de la protection nucléaire américaine, nos charges militaires sont quand même un peu moins fortes, c'est de 2 à 5% de notre PNB, alors que les Américains ont quand même 9%. Comment voulez-vous absolument évacuer toute cette question plutôt que de les mettre toutes ensemble sur une table? C'est une question que vous posez au ministre? Oui, parfaitement. Pourquoi il ne veut pas mélanger tout ça? Car je crois que ça se tient beaucoup. Non, ça existe dans la vie de tous les pays. Il ne faut pas croire que c'est propre aux États-Unis d'Amérique. La structure de la balance des paiements des différents pays du monde est extraordinairement variée. Je vous disais par exemple tout à l'heure l'Allemagne. L'Allemagne a un excédent commercial considérable. Considérable parce que l'Allemagne vend énormément de marchandises à l'étranger, mais elle a un déficit concernant les salaires des travailleurs en Allemagne qui sont rapatriés dans les pays d'origine et le tourisme qui est également le plus élevé du monde. Eh bien, ça donne une certaine structure de la balance des paiements de l'Allemagne fédérale. Et l'Allemagne fédérale ne dit pas qu'il faut qu'elle ait un excédent commercial parce qu'elle a des travailleurs étrangers. Donc, quand vous regardez la situation américaine, ce qui est très frappant, n'est-ce pas, c'est qu'à l'heure actuelle, la balance courante des paiements des États-Unis n'est pas très éloignée de l'équilibre. Car les États-Unis ont un déficit commercial, mais ils ont de très importants revenus de portefeuille. Ils ont fait beaucoup d'investissements à l'étranger. Et finalement, l'un et l'autre s'équilibrent à peu près. Il y a un déficit, mais qui est faible. Alors, qu'est-ce qui fait le déficit américain? Ce sont des opérations en capital.
c'est-à-dire des investissements, des prêts à long terme et également des prêts à court terme qui sont faits par les États-Unis d'Amérique. Et autant, si vous voulez, nous comprenons, je l'ai dit d'ailleurs à nos partenaires américains, autant nous comprenons qu'ils cherchent à rétablir leur balance courante par des concessions commerciales des autres. Ceci est explicable. Par contre, ils ne peuvent pas demander aux autres de leur laisser se créer un espèce de surplus américain pour financer des opérations en capital que nous leur demandons absolument pas de faire. Flora Lewis, s'il justement- vous plaît. Une question de Flora Lewis. Oui, parce que justement, M. Schultz, le secrétaire de la Trésorerie, a dit exactement le contraire à la fin de la semaine passée, que au fond, la direction des capitaux, il y a plus de capitaux européens qui rentrent aux États-Unis qu'il y en a d'Américains qui viennent en Europe. Que là, au contraire, c'est l'Europe qui est déficitaire. Et que, justement, que c'est le balance commercial qui les entraîne. Alors là, aussi, en connexion avec tout cela, M. Burns, le gouverneur, le président de la Banque fédérale américaine, a dit qu'il avait remarqué, ce que je ne remarque pas du tout ici ce soir, à la réunion de vendredi, un nouveau sens d'urgence pour procéder au-delà de cette solution qui, au fond, se voit intérimaire, à une réforme de fond du système monétaire. Alors, ma question, c'est d'abord, comment peut-on réconcilier cet jugement, cette évaluation du déficit américain qui semble être absolument contradictoire entre vous et M. Schultz? Et deuxièmement, est-ce que vous sentez cette urgence? Écoutez, madame, nous sentons cette urgence, parce que c'est nous qui avons demandé aux Américains de venir. Ce n'est pas eux qui ont dit le problème est tellement urgent qu'il faut en parler. C'est moi qui ai pris dimanche dernier à Bruxelles l'initiative de convoquer une réunion des 10. C'était donc la manière de démontrer que nous considérions, nous, que le problème était urgent. Et nous allons d'ailleurs nous revoir. Mais le problème immédiat ou le problème à plus long terme? Il y a d'abord les problèmes immédiats et ensuite les problèmes à plus long terme. Alors le problème immédiat, nous allons continuer à en parler. Nous espérons que vendredi, je vous dirais même personnellement, je crois d'ailleurs que nos interlocuteurs américains apporteront leur contribution à la défense du système des parités. Alors la réforme à plus long terme, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée, qui n'intéresse pas que nous, parce qu'elle intéresse l'ensemble du monde, que nous ne pouvons d'ailleurs pas donner l'impression que nous confisquons entre nous, car aussitôt tous les autres pays du monde en auraient une très grande jalousie et suspicion, ce que je comprendrais tout à fait. Et nous avons une réunion dans 3 semaines à Washington, à laquelle je compte assister personnellement, au Fonds monétaire international, pour tenter de faire avancer cette négociation. Et qu'en attendez-vous? Non, la négociation, la réforme du système monétaire international, pour le coup, est une tâche de très grande ampleur dont aucun esprit réaliste ne peut croire que ça peut être réalisé en quelques semaines. Je lisais récemment les travaux de Bretton Woods. Bretton Woods, c'était pendant la guerre, enfin, c'était dans les années 43. Il a fallu 1 an et demi de travaux d'experts pour aboutir à quelque chose. Donc l'idée que parce qu'il y a une crise spéculative, la réunion de quelques ministres va réformer le système monétaire mondial n'est absolument pas plausible. Est-ce que la question de l'or reste la question chaude? Oui, précisément. J'avais enchaîné là-dessus. Est-ce que vous êtes, Monsieur le Ministre, pour une réévaluation de l'or? J'ai relu récemment un de vos textes qui avait le particulier intérêt d'être publié en 1969, en mars 1969 dans l'Expansion, alors que vous n'étiez pas ministre. Et alors, je pense que vous aviez une liberté de propos plus grande que lorsque vous avez une charge comme ministérielle. 69, oui, mars 69, parfaitement. Je me souviens. Et vous vous rappelez sans doute, vous êtes manifesté tout à fait contre la réévaluation de l'or dans cet article pour des raisons, vous disiez que cela entraînerait une marée inflationniste, et même vous avez été jusqu'à, je m'excuse, je n'ai pas en mémoire exactement la phrase, mais jusqu'à proposer une démonétisation de l'or, voici la phrase maintenant, dans un monde qui devra évoluer vers une certaine rationalité. Les conditions sont actuellement réunies de séparer la réflexion monétaire de cette survivance que représente l'attachement à l'or comme réserve de valeur et moyen de règlement. Ce n'est pas encore la relique barbare de M. Keynes, mais presque. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce texte, Monsieur le Ministre? Mais je suis tout à fait d'accord avec ce texte. Très bien. C'était un texte de réflexion, c'est-à-dire c'est une espèce d'évolution du système monétaire international. Enfin, je crois qu'il se passera sur le plan mondial ce qui s'est passé sur le plan national. Bon, nous avions des monnaies métalliques autrefois. En France, on a même des monnaies, vous savez, bimétalliques. On utilisait l'argent et l'or. Et puis progressivement, d'une façon intéressante, ça remonte à un siècle, on a vu les monnaies remplacées par des moyens de crédit, par des billets de banque, par des comptes et ainsi de suite. Mais pourquoi était-ce possible sur le plan national? C'est parce qu'il y avait une autorité monétaire nationale qui réglait l'émission de ces signes monétaires. C'était l'idée de Keynes sur le plan mondial. Et vous savez qu'il avait vainement essayé d'imposer cette idée.
Alors, je crois que c'est la direction dans laquelle les choses iront. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se développera une certaine solidarité internationale, on ira vers un système d'émission monétaire mondiale. Et c'est à ce titre que j'ai proposé, c'est une espèce de fierté, parce que ça il y a déjà un certain temps, l'origine de ce qui est devenu les droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire des moyens de crédit internationaux émis par une autorité internationale. Le cru, n'est-ce pas? Comment? Le cru. À cette époque, ça s'appelait le cru. Et c'était proposé à Tokyo. Currency reserve. Oui, mais alors, simplement, la question de l'or à ce moment-là, c'est comme il n'y a pas d'autorité monétaire internationale, car il n'y en a pas. Comme d'autre part, le blocage du système depuis une dizaine d'années, du fait de l'importance du déficit des États-Unis d'Amérique, fait que les fondements du système ont été très ébranlés, il n'y a plus à l'heure actuelle de valeur de référence acceptée. Bon. Et il faut donc reconstruire une valeur de référence acceptée. Je crois que dans le futur, cette valeur de référence, ça sera un genre de droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire un genre de billet de banque, enfin, si l'on peut dire, abstrait, international. Mais au début, comme dans l'évolution interne, il faut que ce billet de banque ait encore un certain degré de rattachement à quelque chose d'absolu. Et cet absolu, c'est l'or. Monsieur le ministre, je sais que depuis un moment, Philippe Herzog veut intervenir. Nous allons lui donner la parole. Il suit cette conversation de l'autre côté de la scène. Philippe Herzog. Oui, monsieur El Kabbage, d'abord, je voudrais vous dire qu'on a prévu 2 interventions de 5 minutes chacune. La première ayant été interrompue, j'interviendrai donc 2 fois selon nos conventions. Je termine d'abord la première et je regrette de ne pas pouvoir l'avoir fait tout de suite parce que mon intervention avait une unité. Je voulais signaler, et la conversation s'en écarte constamment, qu'il y a une unité entre la politique extérieure du gouvernement français et sa politique intérieure. Notamment lorsqu'on développe l'inflation en France, lorsqu'on ne résout pas un certain nombre de problèmes comme ceux de l'emploi, comme ceux du pouvoir d'achat, on contribue à renforcer la crise internationale, la crise monétaire. On contribue également à exposer de plein fouet l'économie française à ses conséquences. On a évoqué cette question tout à l'heure à propos de la question qui pâtit de la crise monétaire. Et M. Giscard d'Estaing a eu des réponses stupéfiantes. Il a convenu que c'était les monopoles qui spéculaient, bancaires et industriels. Mais, a-t-il dit, ce sont des entreprises, ce ne sont pas des personnes physiques. Et il a même parlé des employés de ces établissements. Bien sûr, les entreprises ont des établissements, des grandes entreprises privées notamment, ont des établissements spécialisés qui leur permettent de compenser les effets de la crise monétaire. Mais il ne s'agit pas que de compenser, il s'agit aussi d'en tirer profit, comme chacun sait. Et bien sûr, ce profit, que je sache, il ne va pas aux employés, ce ne sont pas les employés qui en bénéficient, ni la nation française. On doit bien retrouver des personnes physiques quelque part. D'autre part, je veux signaler, ce qui est très important dans notre question, c'est que les moyens de la spéculation de ces grandes entreprises, de ces groupes privés, leur sont ouverts très largement par le crédit public. L'augmentation du crédit public, par exemple, actuellement en France, retrouve les taux en 1973 et au moment de la flottaison qu'elle trouvait l'été 1968, au moment précisément où le gouvernement a favorisé la spéculation contre le franc. En tout cas, ceux qui pâtissent de la crise monétaire internationale, nous les connaissons bien. Il s'agit des salariés en premier lieu, qui sont menacés au niveau de l'emploi, la marge des grandes entreprises étant constamment perturbée par la crise monétaire, les problèmes de l'emploi sont aggravés. D'autre part, vous freinez les salaires pour pouvoir forcer la compétitivité des monopoles privés, et en développant l'inflation, vous laminez les revenus. En ouvrant la porte à la concurrence américaine, vous poserez des problèmes considérables aux agriculteurs français. Enfin, vous vous enfoncez dans une voie européenne qui est un simple palliatif sur le plan de la politique monétaire, qui nous prive de l'autonomie de notre politique monétaire à un moment où ça ne s'imposait absolument pas, et pour des mesures qui vont à contre-courant de l'intérêt national. Alors, est-ce que vous attendez, Philippe Herzog, à quelques réponses de la part de oui, M. Giscard d'Estaing, puisque vous adressez à lui tout à l'heure. Je vais poser mes questions de façon très nette, et tout à l'heure, je me réserve de dire quelles sont les véritables solutions, selon nous, à ces problèmes, solutions qui se trouvent d'ailleurs dans le programme commun de gouvernement. Mes questions, pour l'instant, sont les suivantes. Est-ce que vous avez prévu les problèmes d'emploi qui allaient résulter des mesures de Bruxelles et de la réévaluation certaine du franc? Est-ce que vous avez préparé d'avance les dispositifs qui permettent de résoudre ces problèmes d'emploi? Deuxièmement, est-ce que vous avez prévu des dispositions contre la hausse des prix et contre l'inflation de crédit au monopole que cette flottaison va relancer et a déjà relancé d'avance? Et troisièmement, pourquoi dans ces conditions vous démantelez le contrôle d'échange
est le système de double marché d'échange, alors que ça ne peut qu'aviver la spéculation. Alors voilà mes questions, et je dirai tout à l'heure les solutions telles que les communistes et la gauche les voient.